Bonsoir à tous. Merci de cette présentation, Frédéric, et merci à Claude pour l'invitation et puis à Toth et Emeraude qui nous ont mis en relation justement avec Auroville et avec le pavillon de France et le travail que fait Claude. Parce que nous travaillons dans le même axe astrologique, c'est les mêmes maîtres, Charles Vouga, mais en plus Toth fait le lien entre l'Inde et entre l'Orient et l'Occident. Moi, pour le moment, je suis assez résolument occidentale dans l'astrologie que je fais, mais je me rends compte que, sans le savoir, j'étais très inspirée par l'Orient, évidemment. Comment ne pas être inspirée par l'Orient? Et je retrouve ici, depuis que je suis arrivée à Auroville, à travers en particulier cette magnifique exposition qui est actuellement au Visitor Center sur Mère et Sri Aurobindo, je retrouve vraiment ce qui est au cœur de mon travail et de ma recherche, puisque ce matin encore j'y suis allée, j'ai trouvé ce texte de Mère sur Sri Aurobindo et sur ce que représente l'histoire, qui n'est pas un enseignement seulement, qui n'est même pas une révélation, mais qui est une action décisive qui vient directement du Suprême. Et donc, en fait, l'histoire, que ce soit les histoires individuelles ou les histoires collectives, et le lien entre les deux est mon objet de recherche, si vous voulez, les destinées individuelles et destinées collectives, en fait, c'est l'histoire. Et comme vous avez vu, le titre d'aujourd'hui, c'est l'évolution d'Auroville, mais j'aurais souhaité mettre la destinée d'Auroville. Mais c'est vrai que la destinée, ça fait un petit peu... je veux dire ça, j'allais dire qui suis-je pour parler de la destinée d'Auroville? La destinée d'Auroville, c'est vous les Aurovilliens qui la construisez. On est resté dans l'idée de l'évolution d'Auroville qui est de toute façon, c'est toujours un sens qui inclut l'idée de destinée, n'est-ce pas? Parce que la destinée, c'est un dessein, une destination, et c'est pas une sorte de fatalité qui tomberait sur les individus, mais au contraire une exigence de croissance et d'évolution qui leur est imposée par le divin et qui leur est proposée, pour ne pas dire imposée par le divin. Mais la question on pourrait parler très longtemps de la question de destinée. Peut-on parler de destinée ou pas? Mais voilà, ça se situe. Alors, quel est le rôle dans l'ère du Verseau? Alors, voilà le sujet d'aujourd'hui. Je vais, suite à la conférence de la semaine dernière et à la question de l'un d'entre vous qui a été extrêmement importante à un moment de la conférence, qui a pas interrompu, mais qui m'a posé une question en cours en me disant de donner un peu plus de corps astrologique. Alors là, avant d'arriver dans la destinée d'Auroville, je vais vous donner quelques références astrologiques, de manière à ce que vous compreniez ce que je dis et qu'il y ait un support comment dirais-je, de compréhension commune. Mère a dit « Le but d'Auroville est de créer l'unité humaine ». Un seul mot, unité, une seule petite phrase, grand dessein. Donc voilà le plan. Je vais faire un long préambule astrologique et vous parler de l'ère du Verseau et des grands cycles, et donc l'objet de mon travail particulièrement et sur lequel j'ai travaillé avec l'histoire de France. Et ensuite, on parlera d'Auroville, de ses origines, de sa fondation, des principes d'aménagement, pour montrer en quoi on est bien dans le cadre de l'ère du Verseau. Et puis on travaillera sur la carte du ciel d'Auroville, on en parlera ensemble, mais vous verrez que l'astrologie ne se réduit pas à l'analyse d'une carte du ciel. C'est une science extrêmement vaste, extrêmement grande, on pourrait dire c'est la science des sciences. C'est vraisemblablement la grande science de l'ère du Verseau. Et d'ailleurs le maître commun que nous avons avec Toth et Emeraude, qui est Charles Vouga, avait écrit dans les années 70 une astrologie pour l'ère du Verseau. Donc la carte du ciel d'Auroville, et là on abordera le rôle d'Auroville et de chaque génération, et là c'est tout un travail qu'on pourra peut-être aborder plus en petit comité, en répondant aux différentes générations qui sont présentes. Qu'est-ce que l'astrologie?
Je m'excuse pour ceux qui étaient là la semaine dernière, mais je vais reprendre certains éléments. Au fond, je ne pense pas que ça vous ennuiera trop. Donc, en fait, on ne sait pas bien ce que c'est que l'astrologie, en Occident en tout cas, parce que c'est une science qui a été écrasée par toutes les sciences pures et dures. Et en fait, si on réfléchit bien, il y a deux grandes branches dans la connaissance. Il y a une branche exotérique et une branche ésotérique, et ces deux branches se sont séparées au XVIIe siècle et au XVIIIe avec l'avènement des sciences pures, et en particulier avec la mécanique de Galilée, qui pourtant était lui-même, ne séparait pas les deux branches. Tous ces êtres-là très inspirés comme Galilée, comme Kepler, ensuite comme Newton, ne séparaient pas les deux branches. Newton était un alchimiste, mais ça s'est séparé, et peut-être pour le plus grand bien des sciences, parce qu'en séparant ces deux branches, la partie exotérique s'est développée de façon très importante, et en fait vous voyez que l'astrologie n'est plus ni moins que la part conscience de l'astronomie. Tout comme l'alchimie est la part conscience de la chimie, et la métaphysique et actuellement la physique quantique est la part conscience de la physique. Alors, c'est en train de se réunifier d'une certaine manière. La physique quantique nous y oblige. Et la révolution actuelle nous vient de la physique quantique. Elle nous oblige à réunifier ces deux parties. Mais encore pour l'astrologie, ce n'est pas fait. Et remarquons que la partie ésotérique inclut la partie exotérique. C'est-à-dire que ce n'est pas deux branches qui seraient complètement séparées à se tourner le dos. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille dans la partie conscience, on ne peut pas ignorer la partie science. Et donc, quand on fait de l'astrologie, on est forcément astronome, si je puis dire, non pas aller observer avec des lunettes, parce que nous, n'en avons pas besoin de lunettes pour voir. Nous avons les lunettes intérieures du symbole pour voir, parce que nous sommes un système solaire, nous sommes l'univers en nous-mêmes, chaque être humain. L'astrologie nouvelle nous apprend que nous sommes un univers miniature, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, le nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place de la science et qui est le nouveau paradigme du Verseau, peut-être pas de tout le Verseau parce que le Verseau va évoluer, chaque ère dure 2160 ans. Donc, le nouveau paradigme, si vous voulez, a également trois composantes. La première, ça c'est la physique quantique qui nous le dit, la première composante c'est le sens qui est analogique à l'esprit, et elle donne une direction et elle unifie. Le deuxième composante, c'est l'énergie qui correspond à l'âme ou à la conscience, et c'est celle du milieu qui met en relation. Et la troisième composante est l'aspect matière ou forme, qui est une cristallisation momentanée des deux autres aspects. Et en fait, chacun inclut l'autre, c'est-à-dire que le sens inclut l'énergie qui inclut la forme. C'est inclusif du haut vers le bas. Et ça, c'est en fait le nouveau paradigme qui est en train qui nous est amené depuis Einstein, le début du XXe siècle, l'équivalence énergie-matière et sa fameuse formule, mais on n'a pas encore intégré totalement, ça fait plus d'un siècle, et on n'a pas encore inclus totalement cela dans notre paradigme de vie et dans notre compréhension du monde. Donc on est dans un travail de compréhension et d'approche de ce paradigme. Et vous voyez que l'astrologie correspond à cela, puisque l'astrologie a trois grandes composantes, la symbolique, et qui est le monde des archétypes, qui aussi inspire la psychologie, n'est-ce pas, et qui correspond à l'esprit au sens de la physique. La part conscience, c'est les humains que nous sommes. Parce qu'il n'y a pas de conscience sans humain, il n'y a pas de connaissance sans être pour la porter, la transmettre et la faire vivre en lui. Et donc la part conscience, c'est les humains que nous sommes incarnés sur cette terre et qui correspond au niveau énergie de la physique. Et puis la partie toute simple matière-forme, c'est la science des cycles, c'est le temps. C'est la science du temps. Donc l'astrologie est grande. Elle a trois niveaux. Elle n'est pas réduite à un temps simplement. Et on pourrait le représenter. J'ai redonné ça parce qu'il y a des êtres qui m'ont demandé la semaine dernière s'ils pouvaient revoir ces figures-là. Et donc, vous voyez, l'astrologie, on peut la représenter dans un triangle. Et d'ailleurs, ma méthode de travail est toujours ternaire comme ça, avec toujours un triangle.
Je travaille toujours avec 3. Et là, nous avons les cycles. Ici, nous avons l'aspect conscience ou âme. Et en haut, nous avons le monde des principes, des symboles et des archétypes. Mais c'est les grands principes, parce que l'astrologie, c'est la loi universelle telle qu'on peut la traduire avec des symboles et avec des cycles. Ça correspond aussi au modèle de l'être humain, puisque le modèle de l'être humain, il est ternaire. Un être humain, c'est une personnalité, une âme et un esprit. Enfin, on peut mettre des noms différents, hein, mais on peut s'accorder aussi là-dessus, j'espère. Et on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire que chaque triangle a lui-même, chaque pointe de triangle génère lui-même un petit triangle, et ce qui nous donne les 3 triangles, c'est-à-dire on a le triangle de la personnalité, le triangle de l'âme et le triangle monadique, le triangle de l'esprit. Alors évidemment là c'est les différents niveaux de conscience d'un être humain, et donc vous voyez que l'astrologie jusqu'au 19e siècle qui s'occupait que de cette petite partie-là de l'être humain, c'est-à-dire l'astrologie de la personnalité, vous voyez les niveaux vers lesquels nous devons tendre pour travailler justement sur l'âme et sur ces niveaux-là. Donc je ne sais pas où serait le supramental dont parle Aurobindo. Je n'y ai pas travaillé jusqu'alors, donc je ne tenterai pas ça, mais je pense que c'est au moins au niveau du triangle de l'âme et sans doute la pointe supérieure du triangle de l'âme. Donc, je vais vous parler de l'ère du Verseau et des grands cycles collectifs. Donc, on va parler de cycles des plus grands, chacun emboîtant les autres vers des cycles les plus petits. Je pense que ce n'est pas un secret pour vous. Ou alors ça serait vraiment étonnant si vous n'étiez pas au courant que nous sommes en train de changer d'ère, que nous sommes à la fin de l'ère des Poissons, au début de l'ère du Verseau, que nous sommes vraisemblablement dans la période intermédiaire, ou en tout cas si l'ère du Verseau a commencé, il y a encore des êtres qui vivent avec un esprit de l'ère des Poissons, et comme toujours il y a des chevauchements de conscience, n'est-ce pas, et donc il y a des luttes toujours. Les périodes de changement d'air sont des périodes extrêmement bouleversées, bouleversantes. Et le but de l'ère des Poissons qui est finissante avait comme objectif que chaque être humain puisse acquérir une conscience individuelle, c'est-à-dire désidentifié de son ethnie, de sa famille, de sa religion, etc., de sa nation, mais arriver vraiment à une conscience individuelle après l'ère du Bélier, qui était une conscience plutôt groupale, et après l'ère du Taureau, qui était encore autre chose, si vous voulez. Donc c'est tous les 2160 ans. Chaque fois qu'une ère débute, il y a un événement source, un ou plusieurs événements sources. Et pour l'ère des Poissons, l'événement source, c'est le christianisme, en tout cas, qui est reconnu comme tel en Occident. Mais donc, le grand apport de l'ère des Poissons, c'est le christianisme, qui a bien d'ailleurs comme symbole les poissons, et ces 2 poissons inversés, la tête en bas, l'autre la tête en haut. Pour ceux qui connaissent la science des rayons, qui est une science extraordinaire, amenée par Djewel Kool et Alice Bailey, transmise par Alice Bailey, l'ère des Poissons, c'est le rayon 6 de l'idéalisme. Les planètes qui sont majeures dans ce domaine-là sont Neptune et Mars. Je vous parlerai de Neptune tout à l'heure, je vous expliquerai sa signification. Mais vraiment, c'était vraiment une ère d'idéalisme où on s'est battu à mort pour défendre son idéal. L'image la plus forte étant celle des croisades, par exemple. On se battait à mort pour son Dieu. Et on voit qu'encore ça continue, il y a des suites de cette ère des Poissons finissante. Donc c'est vraiment l'idéalisme, c'est-à-dire c'est front contre front, idée contre idée, chacun prétendant qu'il était le bon détenteur de l'idéal et de la vérité. L'ère des Verseaux, c'est une autre histoire. Et c'est vraiment ce dont n'a cessé de nous parler Sri Aurobindo et Mère. C'est arriver à former une humanité unie, fraternelle, solidaire, avec des exigences d'équité. Et le maître mot du Verseau, c'est l'unité dans la diversité.
C'est-à-dire parce que le Verseau, c'est aussi celui qui reconnaît l'individualité de chaque être et qui est importante et qui peut, mais associer aux autres individualités pour construire et créer ensemble et coopérer. Donc le Verseau, c'est aussi cette belle symbolique du verseur d'eau qui verse l'eau d'immortalité. Or, il y a vraiment une question d'immortalité dans le Verseau qui est posée, et c'est bien cela que cherchait Mère, n'est-ce pas, jusqu'au cœur des cellules. Donc, l'événement source, quel est l'événement source de l'ère du Verseau? Si ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai comme hypothèse qu'un des événements sources de l'ère du Verseau, c'est les droits de l'homme. C'est-à-dire que si ça ne sera pas posé comme fondateur au niveau comment dirais-je, du socle de la réalisation, ça sera posé comme fondateur au niveau des idées. C'est-à-dire que les droits de l'homme ont été posés par la Révolution française. Et d'ailleurs, c'est bien ce que semble reprendre Sri Aurobindo dans son magnifique ouvrage, enfin, dans la compilation qui a été faite à partir de ce qu'il a dit sur après la Révolution française, que vous pouvez trouver ici dans la librairie du Visitor Center. Et je retrouve cela, puisque je l'ai trouvé en arrivant ici, je l'ai travaillé, je l'ai retrouvé moi-même, mais je n'avais pas à ce moment-là lu ce livre de Aurobindo. Donc les droits de l'homme, c'est le credo du nouvel âge, comme l'appelait Michelet, et Aurobindo parle du mantra de la France qui est liberté, égalité, fraternité. Donc ça pourrait être un événement source, mais j'ai comme hypothèse, en vous parlant aujourd'hui et en étant là avec vous, que Eurovie, là, ça part dans l'événement source. On va essayer de comprendre comment. Il y a une filiation avec la France de toute façon. Et avec l'universalisme, parce que le Verseau, c'est l'universalisme. Donc le Verseau, c'est le rayon 7, c'est tout à fait différent du rayon 6. C'est le rayon, si vous voulez, qui relie en fait le premier et le septième, donc c'est qui relie le ciel et la terre et qui est l'incarnation sur terre de la loi divine. Donc vous retrouvez les propos de Mère. Et il ne s'agit pas de se battre pour l'idéal du Verseau, il s'agit de l'incarner, de le vivre concrètement, de le poser dans nos actes et dans nos façons de vivre. Et les planètes de ce rayon 7, la planète de ce rayon 7, c'est Uranus. Mais en quelque sorte, on peut aussi y voir Pluton, parce que le rayon 7, il réunit toujours le 1, il doit réunir le 1 et le 7. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. L'astrologie de Charles Vouga et Germaine Hollet que je travaille, et donc que travaille également Toth et Emeraude, si vous voulez, c'est une astrologie qui travaille à plusieurs niveaux. Je ne vais pas la détailler, mais vous donner l'essentiel. Ce qui est extraordinaire, c'est que je retrouve ici à Auroville toute la symbolique que je travaille depuis que j'étudie l'astrologie dans les années 70 avec Charles Vouga et Germaine Hollet. Donc avec l'idée de la double spirale, vous allez voir. Voilà. Particulièrement, Charles Vouga était aux États-Unis quand on a découvert Pluton, et dans les années 30, et quand c'est les Américains qui l'ont vu, et c'est l'observatoire de Monte Palomar qui a monté l'orbite de Pluton. Et Charles Vouga était le premier astrologue à travailler la signification de Pluton comme planète collective. Et à travailler avec les astronomes. C'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas être astronome quand on fait de l'astrologie. Et il a remarqué que l'orbite de Pluton, vous voyez, c'est la dernière planète. Elle est particulière, elle est excentrée, c'est-à-dire que toutes les autres planètes ont des orbites régulières, mais le Pluton est excentré, et à partir du moment, il y a la moitié de son cycle, dans la moitié du cycle qu'elle fait dans le zodiaque, elle est proche de la Terre et elle coupe même l'orbite de Neptune, vous voyez là, l'orbite de Pluton coupe l'orbite de Neptune. Le point de rapprochement où elle est le plus près de la Terre, c'est ce qu'on appelle son périhélie. C'était en novembre 89, lorsque le mur de Berlin est tombé, exactement. Germaine Hollet appelait ça « the turning point », c'est-à-dire le moment où le monde allait commencer à basculer. Donc chaque 250 ans, qui est le cycle de Pluton, elle arrive au plus près de la Terre. Et chaque 250 ans, elle arrive au plus loin de la Terre. Quand elle est plus loin de la Terre, elle met 30 ans pour faire un signe.
quand elle est plus près de la Terre, elle met 12 ans. Alors, il y a une particularité extraordinaire qui nous concerne tous ici, c'est que nous sommes tous nés au moins, enfin je pense depuis les années 30, hein, peut-être il y en a qui sont nés dans les années 20, mais à partir du moment en 39, si vous voulez, quand Pluton est rentré dans le Lion, il a commencé à décélérer, à accélérer, pardon, et il était au plus près de la Terre et à son accélération maximum dans le Scorpion ici, à son périhélie en 89, et jusqu'en 2023, quand il va rentrer dans le Verseau, et il concerne toutes nos générations. Donc la position de Pluton, il y en a qui me posaient des questions sur les générations, ce qu'il faut connaître, c'est de quelle génération on est, c'est quelle position de Pluton. Alors, petite parenthèse, Pluton n'est plus une planète selon les astronomes, hein, et je suis bien d'accord avec eux, puis j'y suis et j'écoute ce qu'ils disent. Néanmoins, elle est la représentante, le plus gros objet de la ceinture de Kuiper, et donc elle est l'objet le plus... comment dirais-je, qui représente les origines du système solaire, et c'est en s'approchant de Pluton qu'on comprendra les origines du système solaire. Et ce matin, dans une école d'Auroville à New Creation, il y avait des enfants qui présentaient leurs recherches scientifiques, et ils avaient fait le système solaire, et il n'y avait pas du tout Pluton. Je leur ai dit, and Pluton? Ah, it's not a planet. Et ça, c'est formidable. Donc, vous voyez, les enfants, ils écoutent bien ce qu'on leur dit. Donc, il n'y avait pas Pluton parce que ce n'est pas une planète. Mais je leur ai dit que, bon, j'ai pas assez bien... j'ai pas réussi à me faire comprendre correctement parce qu'ils ne comprenaient pas mon anglais. Mais en tout cas, pour nous, astrologues, c'est un objet très important, représentatif de tous les objets de la ceinture de Kuiper. Et donc, qui amène, je veux dire, l'ombre. C'est l'origine du système solaire, c'est l'ombre que nous portons en nous. Et c'est une sorte de lune du système solaire. Donc je suis au courant que Pluton n'est plus une planète, mais si vous voulez, évidemment, elle est tellement petite et noire, mais en tout cas, elle est représentative, si vous voulez, des objets primitifs du système solaire et donc de l'ombre collective de l'humanité. C'est un anti-soleil, si vous voulez, l'ombre collective. Donc vous voyez, nous, nos générations-là qui travaillons, nous amenons, quand Pluton rentre dans le Lion et il s'accélère jusqu'au Verseau, donc ces générations qui vivent entre 39 et 2023 sont des générations qui, en un temps accéléré, doivent amener des nouvelles valeurs vers le Verseau. Et ensuite, là, il y a 84 ans pour faire la moitié du zodiaque, et ensuite, il y a 164 ans pour faire l'autre moitié. Après, les générations suivantes, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., ils pourront souffler un petit peu. Mais nous, on n'est pas là pour se reposer. Donc, l'orbite de Pluton est excentrée, elle excentre la conscience et c'est l'ombre. Hein. Elle amène un déséquilibre, c'est une ombre collective. Et par rapport à alors, comme disait Charles Vougat, tant qu'on avait, il y avait Uranus a été découvert au moment de la Révolution française. Juste avant, 1784, et représentative effectivement de la conscience collective qui amène une nouvelle conscience et qui amène le Verseau. La conscience Verseau, hein, puisque Uranus est le maître du Verseau, donc c'est une conscience collective. Et en fait, il représente des âmes qui se connaissent déjà, qui ont déjà œuvré ensemble à travers les âges et qui se réincarnent ensemble avec une même conscience. Et quand on parle d'Uranus, si vous voulez, on se dit être sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas? Là, ça veut dire vraiment qu'on se comprend, on se connaît et on se reconnaît tout de suite. Et tant qu'il n'y avait pas Pluton, il n'y avait pas de pôle en bas. Avant, si vous voulez, on connaît Uranus donc a été trouvé à la Révolution française et Neptune a été voilà le symbole de Neptune. Neptune a été trouvé et vu par Le Verrier en 1848, donc au cours du 19e siècle, et juste au moment où on a aboli l'esclavage et où sont nées les idées du socialisme, qui sont devenues socialisme. Donc Neptune a été découvert là, donc c'était un idéal, c'était le haut de l'échelle, mais comme dit Vougat, tant qu'on n'avait pas Pluton en bas, on avait le haut de l'échelle, mais elle était suspendue au ciel, mais on n'avait pas les pieds sur Terre. Et la découverte de Pluton qu'on a supputé en 1900, mais qu'on a découvert en 1930, donc au moment où on a découvert l'atome en fait, hein,
la découverte de Pluton nous a permis de les mettre toutes les deux dans une polarité. Au niveau astronomique, alors je ne rentre pas dans le détail, mais je vous donne l'information. Au niveau astronomique, il est évident que les trois planètes, Uranus, Neptune, Pluton, sont dans un phénomène de résonance 2-3. Donc elles travaillent ensemble. Les astronomes le savent et les astrologues aussi. C'est ce que nous expérimentons en astrologie. Donc elles sont dans un système de résonance de 3. Pour le moment, nous avons la polarité Pluton-Neptune. On pourrait dire que Pluton est le pôle bas, c'est le pôle matière, et Neptune est le pôle haut, le pôle lumière. Vous voyez, très simplement. Mais l'un ne peut pas exister sans l'autre. Alors ensuite, voilà ce que j'ai retrouvé ici, de façon, ça m'a fait vraiment une émotion extraordinaire. C'est une mère a dessiné cela pour expliquer à des enfants, pour la signification du yoga, et pour dire que l'homme était en bas et que le divin était en haut. Vous voyez, c'est pas magnifique. Et figurez-vous que Germaine Hollet, qui m'a enseigné, auprès de qui je suis restée plus de 30 ans, faisait toujours ce dessin. Donc, vous voyez, le même que celui de mère. Elle me disait, ma petite Fanchon, on n'oubliait jamais la spire. La spirale, la spirale, la spirale. Et c'est-à-dire, il y avait l'idée qu'il y a une spirale évolutive qui monte, donc de croissance, et puis une spirale involutive qui descend, et que donc c'est le mariage des deux qui fait, c'est ces deux spirales qui se croisent en nous, c'est les deux spirales que vous avez dans le matrimondir, n'est-ce pas? Donc voilà, Pluton-Neptune, hein, c'est pas tellement compliqué à comprendre. Hein. Donc à nous, dans votre thème, Pluton est le pôle bas et le pôle moins, mais il en faut un, et Neptune est le pôle plus. Ces deux planètes, Pluton-Neptune, dans l'ère ont une cyclicité de 500 ans. C'est-à-dire que ensemble, Pluton a une orbe de 250 ans, mais ensemble avec Neptune, ils mettent 500 ans. Ils ont une cyclicité de 500 ans. Et quand on les met sur toute l'ère des poissons, on voit qu'il y a à peu près de moins 83 à 2369, il y a 5 cycles de Pluton-Neptune. Et vous voyez, ces cycles sont assez étonnants. C'est-à-dire ils font une petite vague là, montante, et une petite vague descendante au moment des sextiles croissants et des sextiles décroissants. Là, ça représente les carrés. Et en haut, c'est l'opposition, pour ceux qui comprennent l'astrologie. Ça, je l'ai découvert, je l'ai travaillé avec la destinée de la France, pour montrer cette cyclicité. Et il faut ajouter, puisque ces planètes sont dans une polarité, un système de résonance de 3, il faut ajouter Uranus. Donc nous avons en bas le subconscient qui serait Pluton, représenté par Pluton, en haut le supraconscient qui est représenté par Neptune, et ce qu'on peut appeler le transconscient ou le transpersonnel, ou il y a différents termes, c'est représenté là par Uranus. Donc on a la coupe vers le haut, la coupe vers le bas, et les coupes, Uranus, ça c'est le symbole d'Uranus, et les deux coupes opposées qui réunissent les âmes sur une même horizontale. Donc voilà la signification des trois transpersonnels. Lorsque je vous ai montré ce que donnait un cycle Pluton-Neptune, ça donne juste ces courbes-là, mais dès qu'on y met, là il devient le cycle de 1399 à 1892. Si vous voulez, j'ai étudié particulièrement cet avant-dernier cycle de 1399 à 1892 de Pluton-Neptune. Nous avons là l'opposition qui représente le moment de l'opposition, qui représente exactement le moment où Newton a découvert la loi de gravitation universelle. Donc on peut se dire que la prochaine pique dans le cycle suivant, il va y avoir une grande loi nouvelle qui va remplacer la loi de Newton et qui pourra être peut-être formulée la prochaine fois dans 500 ans après 1644. Donc en 2150. Dans ces cycles-là, vous voyez, il y a une phase où les choses sont lentes, longues, difficiles. Elles sont comme dans une sorte de chaudron, dans une sorte de plateau. Et ces plateaux correspondent c'est là la cyclicité historique que j'ai travaillée. Là, ça correspond à la Renaissance.
Et ensuite, ici, quand ça redescend, après que Newton ait trouvé sa fameuse loi, qui au fond marque tout le paradigme de cette époque, on a eu ici le siècle des Lumières, encore un moment de chaudron, en fait, quelque part, où on a on a brassé des idées, beaucoup, jusqu'à ce qu'elles tombent, si je puis dire, dans la Révolution française pour la nourrir en quelque sorte, et pour donner les valeurs que la Révolution française a réussi à donner au monde. Donc voilà ce que j'avais montré la semaine dernière sur l'histoire par rapport à la France. Alors, la Renaissance, c'était vraiment un changement de paradigme. Hein, si vous vous rappelez, on est reparti chercher les sources de l'Antiquité, Pythagore, Platon, Aristote, et on a changé de système, on est passé à un système héliocentrique. On a découvert un nouveau monde, l'imprimerie nous a amené des livres, et il y a une évolution de la pensée religieuse. Ben, nous sommes dans une période actuellement analogique à cela, et de 1892 à 2385, vous voyez, nous avons commencé un nouveau cycle de Pluton-Neptune à ce moment-là, et la période analogique à la Renaissance commence en 1939 jusqu'à peu près 2039. Et si vous vous rappelez, 1939, c'est le moment où Pluton rentre dans le Lion, et c'est le moment où Pluton accélère sa course. Donc nous sommes dans une période chaudron qui mature et qui va nous amener des nouvelles valeurs et un nouveau paradigme. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le sommet de la courbe, là, ça sera en 2150, voyez. Donc peut-être que là, on aura un Newton nouveau ou un groupe. Ça sera sans doute un groupe de chercheurs. Ça ne sera pas forcément un seul homme. Ça sera, là, on aura certainement une nouvelle vision du monde et une loi. C'est peut-être celle que Einstein cherchait. Parce que Einstein, au-delà de sa loi, de sa formule E égale mc2, il avait vraiment l'idée d'une loi universelle, quelque part. Donc, on en est là. Je veux juste faire un petit parallèle. Pour la France, je vous montrer que dans ce cycle-là, en 1939, la France a sauvé son âme parce qu'elle a résisté. Parce que d'une part, il y a eu De Gaulle à Londres qui a fait un appel et qui a choisi un symbole de l'âme, un symbole qui est fort. Cette croix de Lorraine, c'est la croix de l'existence associée à la croix du cœur qui est là, au-dessus. Parce que l'existence, là, c'est le chakra. Et je cherche le nom. Le plexus, oui. Le chakra du plexus, et là, c'est le chakra du cœur, en quelque sorte, voyez. Donc, la croix de Lorraine, c'est la croix de l'âme. C'est la croix fixe. C'est la croix du Verseau. On va la retrouver dans Auroville. Et c'est pour ça que je l'ai remise aujourd'hui. Donc c'est la croix de l'âme et il a sauvé l'âme de la France parce que d'une part il a résisté, il a fait son appel à Londres, mais aussi parce que les mouvements de résistance français ont réussi à se réunifier sous l'égide de Jean Moulin et ont créé un Conseil national de la résistance qui a émis des nouvelles lois et qui a permis à gouverner la France après-guerre au lieu qu'elle soit sous commandement américain ou allié et en prenant une monnaie alliée et puis être mise sous l'autorité des alliés. Donc De Gaulle a sauvé l'âme de la France et les résistants, 200 000 hommes et femmes, c'est tout. En quelque sorte, ont sauvé l'âme d'un pays. J'avais parlé du programme du CNR parce que cet être fabuleux qui était Stéphane Hessel et qui malheureusement nous a quittés, dont la voix nous manque bien aujourd'hui, a su magnifiquement parler de l'esprit de résistance, qui n'est pas uniquement de résister, mais qui est aussi de créer, parce qu'il a dit résister, c'est créer. Et j'ai fait effectivement le parallèle avec quelqu'un que vous connaissez, qui est de la même génération et qui lui aussi a créé. J'avais parlé du programme du CNR parce que cet être fabuleux qui était Stéphane Hessel et qui malheureusement nous a quittés, dont la voix nous manque bien aujourd'hui, a su magnifiquement parler de l'esprit de résistance, qui n'est pas uniquement de résister, mais qui est aussi de créer, parce qu'il a dit résister, c'est créer. Et j'ai fait effectivement le parallèle avec quelqu'un que vous connaissez, qui est de la même génération et qui lui aussi a créé. Et il a su résister, créer, il a cherché, et comme il a dit, j'ai eu comme seul courage celui de dire non. Mais il a dit, je veux la joie, je veux la liberté, je veux la lumière, je veux l'espace. Donc je fais le parallèle entre les deux.
Ensuite, j'ai montré aussi que la Déclaration universelle des droits de l'homme est fille de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen amenée par la France, et que ça s'est fait à l'après-guerre, et que cette Déclaration universelle des droits de l'homme est extrêmement importante, et disons qu'elle est juste antérieure à la création d'Euroville. Elle porte en quelque sorte, elle est le dernier acte fort avant la création d'Euroville. Donc le dernier acte fort est qui dit qu'il y a un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, et qui pose l'enseignement, l'éducation et le respect des droits et des libertés. Donc elle est juste antérieure, et son article 1er est intéressant aussi parce qu'il ne dit pas simplement que les êtres, et ça ressemble totalement à ce que dit Aurobindo, que les êtres ne sont pas seulement doués de raison, mais ils ont aussi une conscience. Et donc, voilà ce qui a été posé de fort. Alors, on est dans cette période-là. La création d'Euroville se situe dans cette période-là. Et comment on va regarder ce cycle? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là? En fait, nous avons changé de paradigme, puisqu'on est arrivé à la relativité, avec David Bohm à la question que tout est interconnecté et tout est unifié. On a trouvé qu'il y avait un univers unifié on est arrivé au galactocentrisme, alors qu'à la Renaissance, on était à l'héliocentrisme. Avec Internet, c'est plus uniquement les livres et l'imprimerie qu'on a découvert, mais avec Internet, c'est une communication en étoile où chacun est relié à chacun. C'est-à-dire chaque individualité peut être unie et peut connecter une autre individualité, et ça crée un tissage planétaire. Et ça, c'est très important. Ça date, si vous imaginez que Internet date que des années 90, c'est incroyable. Donc Internet, il y a une évolution de la pensée religieuse extrêmement importante, mais il n'y a jamais d'évolution de la pensée religieuse sans conflit. À la Renaissance, cette évolution s'est faite au prix de la plus terrible guerre, c'est la guerre de 30 ans de religion qui a pu exister particulièrement en Allemagne. Et donc en ce moment, les remous que nous avons au niveau religieux viennent en fait justement parce qu'il y a une évolution radicale. C'est l'ombre de cette évolution, les conflits. Donc avec l'idée que chacun, moi j'ai retenu chacun se relie à sa manière, mais depuis que je suis venue à Auroville et que je lis de plus en plus Aurobindo et Mère, je pense que l'évolution c'est une religion d'humanité, effectivement. Mais vous savez, en France, plus ça va, c'est devenu presque un gros mot par moment, les droits de l'homisme. On se fait... comment dirais-je, je dirais que les gens qui défendent les droits de l'homme se font presque, on dit que vraiment ils sont un petit peu arriérés et qu'il faut peut-être bouger, alors que c'est quand même assez fondamental. Il y a eu la libération des mœurs, c'est les égalités hommes-femmes, mais on n'y est pas arrivé dans le monde. Et il y a une créativité individuelle et collective qui s'est lancée. Voilà le nouveau paradigme. Donc, on est dans ce nouveau paradigme, on est dans une crise de changement de rayon, c'est énorme, passer d'un rayon à un autre, d'une influence d'un rayon à un autre, de changement d'air. On est dans une crise de début de cycle Pluton-Neptune, si vous avez suivi, et je pense que oui, j'espère que c'était pas trop compliqué. Et puis on est dans une crise d'un cycle Pluton-Uranus qui est majeur. Voilà, donc en précision, sur cette courbe-là, nous sommes dans cette crise-là dans cette phase de plateau, mais en 66 a commencé le cycle Pluton-Uranus et en 96 le cycle Uranus-Neptune. Alors vous voyez, la création d'Euroville se situe ici, dans cette phase de plateau, donc début d'un grand cycle Pluton-Neptune, début de l'ère du Verseau et début d'un cycle Uranus-Pluton qui est déterminant pour le passage au 7e rayon. La création d'Euroville, elle est à 68 après là. Mais ce que je voudrais que vous remarquiez là, c'est que tous les cycles n'étaient pas croissants quand Auroville s'est créé. Ce cycle-là était finissant. Et donc, il y a quelque chose qui a dû certainement devoir se reprendre et se revisiter après 93, au moment où le cycle Uranus-Neptune est croissant. Parce que veut dire un cycle Uranus-Pluton? Ça veut dire qu'il s'agit d'incarner Uranus.
C'est-à-dire, et ce qui n'est pas conforme à Uranus, à la fraternité, à une idée de fraternité entre les hommes doit se casser. Donc c'est toujours des cycles assez violents, où il y a beaucoup de révolutions et de révoltes, mais où on incarne les Uranus, si vous voulez, Pluton doit incarner Uranus. Tandis qu'avec le cycle Uranus-Neptune, il s'agit de nouvelles idéales, de nouvelles valeurs de civilisation qui se posent. Et c'est vrai que l'Europe a posé comme projet une unification après la division. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose on ne peut pas étudier un cycle sans l'autre, si je puis dire. D'où, n'oubliez pas, retenez que le lien avec l'Europe est extrêmement important pour Auroville, d'une certaine manière. Alors, 68, qu'est-ce qu'il y a eu en France? C'est les fameux 60s, on sait que chaque nation l'a vécu de façon différente. Et en France, ça a été mai 68 et on y arrive. Et là, le 28 février 68, création d'Auroville. Donc ça correspond à ce nouveau cycle de 138 ans, Uranus-Pluton, qui demande vraiment d'incarner ce que représente Uranus, c'est-à-dire la fraternité, la liberté, l'égalité, toutes ces valeurs-là, et de les incarner, et ce qui n'est pas conforme ne peut pas tenir. Donc c'est extrêmement, c'est physique aussi, et ça demande de la puissance, et ça demande aussi de la destruction. Ce qui n'est pas bon doit être, ou du lâcher prise, parce que si on ne lâche pas prise, il faut que ça va casser quelque part de toute façon. Donc c'est un cycle extrêmement créateur, mais qui correspond bien, par exemple, à l'être qui était Sri Aurobindo, c'est-à-dire qui était à la fois un philosophe, mais aussi qui disait, il ne s'agit pas de philosopher tout seul dans un endroit, dans un ashram, mais il faut aussi aller dans le monde et se battre là où il faut se battre. Donc la chance avec Auroville, c'est qu'on a le jour, l'heure, le lieu de la création. Donc on va avoir le thème astrologique. Donc vous allez voir qu'on va retrouver tout le paradigme, tout ce que j'ai décliné jusqu'alors pour le Verseau et le changement, on va le retrouver dans Auroville, c'est-à-dire que à l'origine, Mère a bien posé que Auroville doit servir de centre d'évolution accélérée, donc c'est l'idée d'un centre. Que dans cette expérience, ça sera quelque chose qui sans doute ira très lentement pour les consciences humaines, mais très implacable pour les résistances. Vous voyez, implacable pour les résistances. Ça, c'est le cycle Pluton-Uranus. Implacable pour les résistances et si souverainement sûr de sa victoire, parce que de toute façon, Pluton ne lâche jamais. Tant que ce n'est pas la bonne forme, il casse ce qui ne va pas. Donc, c'est très exigeant. Et là, je trouve qu'elle a formidablement bien décrit ce cycle Uranus-Pluton dans lequel s'est créé Auroville. Quelle est l'origine d'Auroville? Alors là, je reprends le très bel article que Bhagwandas a fait pour la revue Sacrée Planète. C'est un très très bel article, ce qui m'a inspiré beaucoup. Et il parle de lui et d'elle. Et effectivement, à l'origine, lui et elle. Et c'est une rencontre du masculin et du féminin, de l'Orient et de l'Occident, de l'Inde et de la France, pour le moment. Et puis à travers cela. Donc vous voyez, c'est énorme, déjà. Là, on ne peut pas ne pas regarder, je vous l'avais juste évoqué l'autre jour, le rôle de l'Inde. Le rôle de l'Inde, c'est « je cache la lumière », alors que c'est tiré de La destinée des nations d'Alice Bailey. Et le rôle de l'Inde, c'est cacher la lumière, et tandis que le rôle de la France, c'est dispenser la lumière. Alors vous voyez tous les hippies qui sont venus en Inde dans les 60s, ils venaient chercher la lumière que cachait l'Inde depuis longtemps. Parce que l'Inde a préservé la lumière, qui était venue à différentes révélations par les Védas, par d'autres moments de révélation, mais qu'il a gardée cachée de manière à ce qu'elle ne soit pas galvaudée, et qu'elle arrive aux êtres au moment où ça devait leur arriver. Alors donc les hippies, parce que si vous voulez, pour chercher la lumière, on peut la chercher à travers les paradis artificiels, les drogues. C'est ce que faisaient aussi les hippies. Mais s'ils venaient en Inde, ils venaient chercher vraiment quelque chose de sérieux. La lumière qu'elle cachait. Alors la France, son rôle, c'est de la dispenser. Donc vous voyez, il va bien falloir qu'on s'entende. Ensuite, l'Inde, c'est le rayon de l'âme et c'est le rayon 1 de la volonté. C'est quelque chose. Il y a une force dans l'Inde
qui est extraordinaire. Et ce n'est pas par hasard qu'Auroville s'est posé dans ce pays. Parce qu'il y a une volonté, une force, une bonne volonté. On parlait pas mal de la question de bonne volonté. Une volonté importante dans ce pays. En France, c'est la science et le savoir qui animent notre âme. En Inde, c'est la volonté. Alors ensuite, sur les rayons de la personnalité, je ne vais pas m'étendre, mais l'autre jour, quelqu'un me demandait pourquoi l'Inde, le rayon de la personnalité, harmonie par le conflit, comment je peux l'expliquer. Écoutez, la circulation en Inde, voilà, vous avez tout à fait l'harmonie par le conflit. Voilà. Parce que j'ai réfléchi depuis comment je peux répondre à ça. Parce que la circulation et la manière dont les êtres conduisent les voitures, c'est la personnalité. Vous voyez, c'est la personnalité qui conduit. C'est pas, même si l'âme veille au-dessus, heureusement. Hein. Parce que si l'âme n'était pas là, je ne sais pas comment on y arriverait. Mais voilà, vous avez toute l'Inde, le rayon 4 de l'Inde à la circulation qui a lieu. Quelle est l'intention ? Eh bien, l'intention va beaucoup plus loin pour Auroville que la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'UNESCO, qui était un palier. Mais les intentions posées par Mère sont énormes par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que, outre des droits, elle met en place et elle pose des devoirs. Et donc, il s'agit de vivre librement comme un citoyen du monde et n'obéir qu'à une seule autorité, celle de la suprême vérité. Alors, vous voyez, à la Révolution française, on parlait de l'être suprême, hein, mais elle parle de la suprême vérité. Ben voilà, c'est déjà tout un programme. Hein. Donc c'est déjà beaucoup plus haut au niveau de l'intention. Et ensuite, il s'agit de se mettre à l'œuvre par rapport à ça, de vaincre les causes des souffrances, de dépasser ses faiblesses et ses ignorances, de triompher de ses limitations. Et c'est surtout un endroit où les besoins de l'esprit et le souci du progrès priment sur la satisfaction des désirs et des passions. Donc vous voyez, le projet est énorme, enfin vous le savez, donc c'est pas moi qui vous le fais découvrir, c'est moi qui l'ai découvert grâce à vous. Et j'en suis bien contente, mais je le remets bien sûr juste pour montrer l'évolution. Vous voyez, voir à quel point c'est important par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. C'est vraiment un palier de plus. L'intention, donc c'est bien ce que je dis, il y a non seulement des droits, mais il y a des valeurs et des devoirs à mettre en place, et surtout, et poser le primat de l'âme. Vous voyez, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on parlait de conscience. Quand on parle de conscience, on ne sait jamais trop de quoi on parle. Mais là, ici, à Auroville, on parle de l'âme. Hein? Et on dit que le but de l'éducation n'est pas tant de faire un cerveau brillant, je l'ai entendu hier dans le film ou avant-hier, qu'il n'est pas tant de faire un cerveau brillant, mais de faire que les enfants aient une âme vivante, de réveiller leur âme et nourrir une âme vivante. Donc on est vraiment dans l'existence de l'âme, et il y a cette question de la réciprocité individu-collectif qui est vraiment un des projets de l'ère du Verseau. C'est-à-dire que comment l'individu peut s'épanouir librement dans sa créativité et en même temps être utile à la collectivité. Vous voyez, c'est tout ce que vous avez posé dans la charte d'Auroville. Et avec l'idée d'un travail créatif et épanouissant, ça c'est quand même extraordinaire aussi. Hein. Vous voyez qu'on n'en est pas encore là dans le reste du monde. J'ai retenu aussi l'idée de joie, par la créativité artistique qui est très importante, mais c'est toutes les questions de la création. Et l'évolution aussi, si vous voulez, il y a toute une évolution de l'individu qui est posée, c'est-à-dire avec l'idée qu'on ne peut pas changer un collectif si chaque individu n'évolue pas lui-même. Donc il y a cette question de la reconnaissance de l'évolution individuelle, non seulement de l'éducation, mais de l'évolution, qui est un niveau de plus, d'exigence. Vous avez compris que l'astrologie, c'est aussi l'étude des symboles et des archétypes. Et donc là, à Auroville, vous avez tout y est, quoi. C'est-à-dire que vous avez vos symboles, vous avez les symboles, et vous ont été donnés par Mère, je pense. Et là, vous avez ensuite, avec le matrimandir et sa fleur, la couleur aussi étant là, qui a sa symbolique. Hein. Je ne vous fais pas l'offense de le traduire, hein, je crois que vous la connaissez mieux que moi. Néanmoins, là, je peux vous dire comment l'astrologie voit j'ai retenu exprès celui-là, parce que suivant comment ce dessin est fait, il peut être lu à l'envers. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir justement les pétales, et ça ressemble, si vous voulez, à l'homme de Vitruve fait par Léonard de Vinci, et qui représente l'homme, l'humain. Le 5, c'est l'homme.
Hein. Et là, vous avez la symbolique du 5 avec au centre le cercle, c'est-à-dire l'unité qui est posée, bien posée. Et là, le 5, moi je pense aussi que le 5 représente l'homme et il représente aussi ce qu'on peut appeler le 5e règne, le règne de l'âme. C'est-à-dire l'homme est arrivé dans le 4e règne avec son mental, Manas, c'était le but et de l'ère du poisson. Il construit son manas, il a terminé son mental, et le chemin d'après, le pas d'après dont parle si fort Aurobindo avec le supramental, c'est arriver à l'âme après le mental et à l'existence de l'âme. Et donc on est vraiment ce que on peut voir dans les écrits par exemple de Bellay, qu'on appelle le 5e règne. Je ne l'ai pas lu encore ici, je ne sais pas si vous en parlez du 5e règne. Ça vous parle? Le 5e règne après le 4e? Ben, si vous voulez, le premier règne, c'est le minéral, le deuxième règne, c'est le végétal, le troisième règne, c'est l'animal, le 4e règne, c'est le règne humain, mais le règne du mental, l'homme mental. Et le 5e règne, c'est l'homme qui est arrivé à retrouver son âme et qui est sous la guidance de son âme. Hein? L'homme supramental, voilà. Donc vous le dites comme ça, je parle, voilà. Donc il y a les symboles. Alors la fondation, ben, ce qui est extraordinaire dans la fondation, et ici que j'adore retrouver cela, c'est qu'il y a des rituels simples, mais importants et forts. Et il y a eu tout un rituel, et le rituel, c'est vraiment le fait du 7e rayon. Le 7e rayon, c'est le rayon de l'ordre cosmique, de la loi cosmique et du rituel. Et donc, il est important de mettre en place des rituels. Et il y a eu tout un rituel à la fondation d'Auroville. Et donc, il y avait un couple de garçons-filles. Donc, vous voyez, l'harmonie masculin-féminin. Et puis, représentant 124 nations, la terre de chaque pays. Et la charte lue par mère. Enfin, je dirais, c'est un rituel extrêmement fort. Et je pense que ça sera retenu pendant longtemps parce que c'est, comment dire, c'est sans précédent. Une création d'une ville ou est-ce qu'on peut dire un État, enfin d'une communauté humaine comme ça, qui représente l'unité humaine et qui a cette vision-là, c'est unique. Et en plus, on a la date, le jour, l'heure, le rituel, etc. C'est assez magnifique. Donc on retient le rituel, 7e rayon. On retient en symbolique la galaxie. Vous voyez, on est rentré avec le Verseau dans le galactocentrisme. On sait qu'on n'est pas uniquement un système solaire, mais qu'il y a d'autres systèmes solaires, qu'il y a une galaxie et qu'en plus il y a même plusieurs galaxies. Et donc vous avez une ville qui a ces architectes qui ont suivi complètement la loi symbolique du nouveau paradigme, qui ont travaillé avec cette symbolique-là. Et le matrimandir, je dirais que le matrimandir, c'est une somptuosité symbolique. On pourrait passer 1 heure, 1 heure et demie à parler que des symboles dont nous parle le matrimandir, c'est-à-dire avec la spirale évolutive qui fait les 3/4 du cercle qui monte vers la chambre intérieure, et la spirale involutive, là c'est l'astrologie comme on la travaille, qui descend de la chambre vers le bas, involutive. Donc on a tout y est, enfin je dirais, avec ce symbole de l'unité et de l'un. Mais je ne vais pas aller dans le détail, mais je pense que vous les connaissez. Et je cherchais un livre sur cela, je ne l'ai pas trouvé, sur la symbolique. Je trouve que ça serait intéressant que vous l'enseigniez peut-être aux enfants, je ne sais pas. Non ? On échangera peut-être à ce niveau. Mais je dirais qu'il y a beaucoup à dire, quoi, parce que sur la signification symbolique. Vous voulez le faire ? Je pense que vous devriez le faire. Parce que, vous voyez, là, j'ai retenu cette photo aussi, qui n'est pas par hasard, parce que là, nous avons l'urne qui a recueilli la terre des 124 nations, c'est la partie terre. Et là, cette sphère qui est la partie ciel. Et selon moi, ce monument, c'est le monument du Verseau. C'est-à-dire, vous savez que toutes les civilisations faisaient des monuments chaque fois qu'on changeait d'ère. C'est-à-dire que lorsqu'on est l'ère Babylone et le taureau, ben, c'était à inaugurer l'ère du taureau. L'allée des béliers de Karnak, l'ère du bélier.
Les pyramides, bon, c'est beaucoup plus difficile, je ne me hasarderai pas pour donner les dates, mais c'est quasiment intemporel, mais ça traverse plusieurs civilisations, néanmoins, c'est le passé. Tandis que là, on a un monument qui nous parle d'avenir, il ne nous parle pas du passé. Et quand on va le visiter, c'est vivant, on n'est pas en train de se dire... Parce que quand je me rappelais ce matin, je suis allée au Matrimandir, quand on va visiter les pyramides, mais je veux dire, il n'y a aucun rituel, aucune... et puis en plus, surtout pas, il ne faut pas aller chanter homme au sein des pyramides, on se fait engueuler. Donc c'est très compliqué, quoi. Je veux dire, on est sur des lieux qui sont visités comme en courant, quoi. Là, voilà, l'homme est face à lui-même et à l'unité qu'il forme avec l'univers. Je pense que c'est le monument du Verseau qui sera retenu comme... Hein? C'est l'âme d'Auroville, mais ce n'est pas que l'âme d'Auroville. Mais Mère a dit pour trouver la conscience. Dans la mesure où c'est l'âme d'Auroville, c'est elle est rejointe l'âme de l'humanité, c'est-à-dire l'ère du Verseau, vous savez que, comment dire, je reste là-dessus quelques instants, je pense qu'on ne perd pas du temps là-dessus. L'ère du Verseau, c'est l'âge d'or. Et je pense qu'on est non seulement dans on rentre dans l'ère du Verseau, et chaque fois que l'humanité rentre dans l'ère du Verseau, on dit qu'elle rentre dans son âge d'or. Et donc c'est ce dont parle la mythologie gréco-romaine, hein, l'âge d'or. Et je pense que là, on a toute la symbolique de cela. Si vous voulez, ces cercles, d'abord là on retrouve le 6, l'étoile à 6 branches. On peut dire que chaque disque peut représenter une communauté humaine ou bien un individu, c'est-à-dire qui est une antenne collective, qui est une antenne lancée vers l'univers. Et par conséquent, ce sont des antennes lancées vers l'univers, si vous voulez, qui émettent, qui reçoivent et qui émettent vers l'univers. Parce que nous, les humains, nous sommes des antennes de conscience qui recevons par la verticale de l'univers, comme on voit la lumière dans le Matrimandir qui descend et recevant l'énergie par la verticale et diffusant sur l'horizontale par le principe de la croix ce que nous recevons par nos pensées, nos actions, nos paroles, etc. Et là, si vous voulez, ça représente, puisque tous les humains sur la Terre, on peut les représenter comme des petites aiguilles et des antennes, n'est-ce pas, qui sont posées sur cette boule, vue à cause de la loi de gravitation de Newton. On est là, on est tous des antennes dans tous les endroits de l'univers. Et le Matrimandir est cela. Il représente les âmes individuelles et collectives qui reçoivent de l'univers et qui émettent dans l'univers. Enfin, voilà, c'est un essai, mais je crois qu'on pourrait... Oui ? Roger l'appelait l'âme rayonnante. L'âme rayonnante, il disait d'Auroville. L'âme rayonnante. Mais je pense que c'est l'âme humaine à travers Auroville. Et que effectivement, puisque dès lors qu'on représente une âme, c'est une âme humaine, enfin c'est une âme collective aussi. C'est vraisemblablement un monument du Verseau, vous voyez, parce qu'avec cette unité qu'il y a à l'intérieur. Donc, la charte en 4 points, vous connaissez, hein, je ne vais pas vous... Mais c'est ce que j'ai retenu, ce que je retiens qui me paraît important, c'est cette idée d'éducation perpétuelle et de pont entre le passé et l'avenir qui est extraordinaire ici. Hein. L'idée que la ville appartient à toute l'humanité aussi. C'est pour ça que même si c'est l'âme d'Auroville, si elle appartient à toute l'humanité, c'est l'âme universelle. C'est l'âme universelle. C'est l'âme universelle. C'est pas l'âme d'Auroville, c'est l'âme universelle. Oui. Ça, c'est sûr. Si vous voulez, par rapport à Auroville, la question de à chacun selon ses moyens me paraît tout à fait le versus à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est là qu'il y a un énorme basculement que vous avez à vivre et qui est extrêmement difficile à vivre et qui n'existe nulle part ailleurs et qui est un laboratoire énorme. Et j'admire votre courage, ça ne doit pas être simple et ça demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de... comment dirais-je, de se lancer dans l'expérience parce qu'il n'y a pas, comme disait Mère, il n'y a pas de chemin tracé. Vous savez où vous allez, mais vous ne connaissez pas le chemin. L'humanité ne l'a pas fait encore. Donc ça me paraît, c'est énorme ça, et ça a été essayé ici ou là, mais ça s'est jamais bien... Peut-être aux précédentes ères du Verseau, qui était l'âge d'or.
Ensuite, il y a aussi un autre endroit d'expérience qui est important, qui est la nouvelle forme de gouvernance. À mon avis, c'est pas encore là et qu'il y a un énorme travail à faire. Comment arriver à une gouvernance, parce que la gouvernance du Verseau, c'est une gouvernance collective, et là, il n'y a pas d'antécédent non plus. Il n'y a pas de modèle. Moi, j'ai retenu qu'il y avait pour le moment une gouvernance depuis la fondation d'Euroville de 88. Et donc, il y avait trois niveaux. Mais là, comment ça fonctionne entre eux, ça ne doit pas être très très simple et assez difficile. Et j'ai compris que c'est l'Assemblée des résidents qui a toujours le dernier mot d'une manière ou d'une autre. D'où la responsabilité. Mais enfin, bon, voilà. Je pense que sur la gouvernance, il y a un énorme travail et on va essayer de comprendre ce que ça peut être. J'ai retenu aussi les 4 niveaux qui me paraissent importants. C'est que vous avez les 4 niveaux avec le langage qu'on retrouve sur tous vos panneaux. Et c'est fort, vous savez, quand on est un visiteur, qu'on arrive, de voir ces panneaux avec 4 langues. On est marqué par ça, si vous voulez, ça parle à l'inconscient. Et là, donc l'anglais qui est le langage universel de l'humanité, qui sera le langage du Verseau, le tamoul qui est le langage de la nation mère, le français qui est le langage de la nation qui a participé à la création à travers mère, et le sanskrit qui est peut-être bien le langage de la tradition millénaire. Donc, la carte du ciel d'Euroville, voilà, on va terminer là-dessus. Mais vous voyez que l'astrologie ne se réduit pas à une carte du ciel, même si on pourrait travailler, on pourrait faire une séance d'1h30, je pense que vous avez pu déjà commencer à travailler des choses comme ça avec Todd, mais sur la carte du ciel d'Euroville. Donc, il faut voir dans quelle période c'est, vous l'avez vu, on l'a repéré maintenant, cette création est là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se situe entre 2012 et 2015. Nous avons les premiers quartiers du cycle Pluton-Uranus qui a commencé en 65-66 au moment de la création. Et si vous voulez, il faut que vous ayez, vivant ici avec le projet que vous avez, il faut que vous vous rendiez compte que vous travaillez à hauteur de 138 ans dans un premier temps. Votre premier cycle est de 138 ans. Donc, c'est quand même, c'est long, hein, ça dépasse une vie humaine, mais donc là, ici, nous sommes actuellement entre 2012 et 2015 dans la phase des premiers carrés. Et c'est toujours le moment, les premiers carrés, il y en a 7, et ça a commencé en 2012, le dernier, le 17 mars. Je crois que vous faites des travaux importants en ce moment. Donc le dernier carré, le 17 mars, en tout cas, vous voyez, le 7 s'organise comme ça, et le dernier carré, je veux dire, il y a eu une descente, et on est dans vraiment la période de remontée. Et les carrés, c'est tourner le dos au passé, initier de nouvelles actions, incarner plus en avant les valeurs fondatrices, et s'ouvrir au monde. Voilà le projet depuis 2012-2015 dans lequel vous êtes. C'est pas mal, hein, mais tourner le dos au passé, attention, hein, savoir aussi changer d'axe. Parce que le carré, c'est, si vous voyez ce dessin, là, c'est l'endroit où on ne prend pas la tangente, mais on change, on tourne. Donc, on ne prend pas la tangente, c'est-à-dire on ne peut pas éviter la question. Vous savez, quand on dit on prend la tangente, donc, initier de nouvelles actions, incarner plus en avant les valeurs fondatrices. Tourner le dos au passé, ça ne veut pas dire tourner le dos aux valeurs fondatrices. Hein. Mais tourner le dos à ce qui est passé et ce qui n'est plus, il n'y a plus cours. S'ouvrir au monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans le monde, en ce moment? Qu'est-ce qui est en train de se passer au moment des carrés? En tout cas, il y a eu cet événement que je considère être un événement planétaire, en écho à ce qui s'est passé en 2001 avec le World Trade Center. Et il y a ce slogan « Je suis Charlie » qui est en quelque sorte « Je suis » qui parle de l'être. Parce que quand on dit « je suis », on a vu marqué « je suis Charlie »,« je suis juif »,« je suis flic »,« je suis l'humanité ». Donc il y a eu cette conscience de l'humanité un peu partout qui s'est faite. Et particulièrement, en tout cas en France, le pays des droits de l'homme et le pays lion.
mais partout, et où sont revenues les valeurs du Verseau en avant, vivre ensemble, libre, égaux et solidaire. Donc, et où est une sorte de nouvelle image de la République guidant le peuple, ça serait les crayons. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé à Auroville, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre à Auroville maintenant. Donc il y a quelque chose de cet ordre, hein, forcément. Sans doute beaucoup plus intérieur, évidemment, puisque c'est votre rôle ici, d'aller chercher à l'intérieur et de trouver à l'intérieur la transformation. Et si on voit la carte d'Auroville, on va en parler 5 minutes et je conclurai là-dessus. Bon, il y a énormément à dire sur la carte d'Auroville, la carte du ciel d'Auroville, et ça peut être retravaillé dans le détail ou autre, mais ce qui est extrêmement important, je vous donne quelques axes symboliques. D'abord, tout a été choisi, enfin c'est incroyable, l'heure, tout. C'est extraordinaire que la synchronicité avec l'ère du Verseau. Tout d'abord, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle, là c'est l'horizontale, l'ascendant, et là c'est le milieu du ciel, c'est ce qu'on appelle la croix de l'incarnation. Donc Auroville, la croix d'Auroville, c'est l'horizon ascendant taureau, descendant scorpion, donc l'axe taureau-scorpion, et l'axe vertical c'est lion-verseau. Et bien c'est la croix de l'ère du Verseau. Puisque l'ère du Verseau, c'est vivre la croix fixe, ça représente la croix, c'est pour ça que je vous ai montré la croix de Lorraine, qui représente la croix de l'âme et qui est la croix fixe de l'ère du Verseau aussi. Ben, Auroville doit incarner le Verseau. Donc déjà c'est posé par sa création. Ascendant taureau, parce que le taureau incarne le Verseau, et la croix du Verseau est typiquement celle-là, elle est le Verseau en l'air et au milieu du ciel. Alors qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans ce thème? Mais c'est que Vénus, l'amour Verseau, l'amour universel, est au milieu du ciel. Ça veut dire que quand les planètes sont en angle comme ça, elles sont plus fortes, ça veut dire que par la verticale descend l'amour. Donc quand vous méditez ici, vous pouvez toujours vous relier à Vénus, qui est l'amour universel, et qui est le maître de l'ascendant et donc de l'âme d'Auroville, l'ascendant taureau. Donc, et c'est le symbole de cette lumière qui traverse le matrimandir par la verticale, c'est-à-dire la lumière de l'âme qui descend par Vénus et qui doit s'incarner. Donc Vénus au milieu du ciel. L'âme est... Pour moi, l'ascendant, c'est l'âme. Donc l'âme est taureau, elle est sous cette maîtrise de l'amour universel. Et Auroville s'est créée juste quelques heures avant la nouvelle lune, une nouvelle lune en poisson. Enfin, je pense que Mère avait tout calculé. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Et c'est donc une personnalité poisson, donc une personnalité universelle, mais il y a aussi une certaine dualité. Et puis c'est pas tout à fait la nouvelle lune, c'est une lune balsamique, donc c'est juste avant, donc il y a un aspect sacrificiel important. C'est-à-dire que si c'était une nouvelle lune, on partirait en avant, mais c'est pas encore la nouvelle lune. Donc il y a quelque chose qui doit vous peser de temps en temps ici, c'est cette... je ne sais pas, enfin je le pense, qui est on n'a pas encore tout nettoyé avant de commencer la nouvelle lune. Et donc il faut essayer de ne pas se laisser prendre par ça, parce que vous pouvez y passer des siècles, vous aurez toujours ce sentiment qu'on n'a pas encore tout nettoyé la maison, on n'est pas assez clean avant de sortir. Voilà, la lune balsamique comme ça, c'est surtout dans le poisson, elle est hyper puissante. Et cette lune, elle est opposée, cette nouvelle lune dans la maison 11, c'est la maison du Verseau. Donc c'est le projet Verseau. Elle est opposée à Jupiter, dans le Lion, à un degré extraordinaire du Lion. C'est-à-dire que Jupiter est en 29 Lions. D'abord, c'est le signe de Robindo, le Lion, le signe et l'ascendant. Et surtout, elle est sur l'étoile Régulus. Régulus, c'est l'étoile de la loi. Elle représente, c'est plus loin que le zodiaque, Régulus. Elle représente la loi et elle est donc, comment dirais-je, Auroville est sommée d'incarner la loi. C'est la loi universelle, Régulus. Ensuite, évidemment, on va retrouver Pluton-Uranus et ce cycle qui est en train de se créer. Ce cycle qui est en train de se créer, qui se trouve opposé à Chiron. Et donc qui est
qui est pas simple. Il y a un aspect, si vous voulez, c'est dans la 5-11. L'axe 5-11, c'est l'axe Lion, analogique au Lion Verseau. C'est l'axe de création du projet Verseau. Mais avec, toujours difficile de savoir, est-ce que c'est de l'ombre ou est-ce que c'est de la lumière? Est-ce que c'est de l'ombre? Est-ce que c'est de la lumière? On a l'impression que chaque fois qu'on crée de la lumière, l'ombre est toujours là, qui suit. Vous savez, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Il y a toujours cette impression qu'on n'en finit pas d'ouvrir vers la lumière, qu'il y a toujours encore des ombres à inclure. Mais c'est un très beau travail. Et je trouve que c'est ce qu'on voit bien dans le matrimandir, c'est-à-dire le peu de lumière qui passe, comme dans un solstice, si vous voulez, est déjà déterminant pour qu'on y voit dans cet espace blanc et unitaire. Donc le peu de lumière qui peut être donné est déjà suffisant pour donner le ton et pour... donc vous avez, c'est vraiment cette... à la fois... Et vous avez, il y a une certaine difficulté ici à trouver un élan, à sentir un élan déterminant. Et pas il y a Saturne est conjoint à Mars dans le Bélier. C'est un cycle de 2 ans, donc vous devez avoir beaucoup de cyclicité de 2 ans dans la ville. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un cycle à suivre pour la ville, le cycle Saturne-Mars, qui dure 2 ans. Et là, ça vous fait, il y a une sorte de frein dans les élans. C'est-à-dire, mais il ne faut pas aller trop vite, il faut être sûr de ce qu'on veut faire. Si vous voulez, Saturne nous dit, je construis le monde en 29 ans, 30 ans, et Mars nous dit, je le construis en 2 ans. Alors Mars a envie de s'élancer et de dire, allez, je vais construire en 2 ans et ça va aller, mais tout aussitôt, il y a Saturne qui arrive et qui dit, non, il faudra 30 ans. Et donc vous êtes toujours entre cette idée que oui, est-ce qu'on va lancer quelque chose rapidement, une action rapidement, ou est-ce que ça va être long? Donc toujours cette idée que rien n'est terminé. Vous voyez? Mais c'est juste une idée. Il ne faut pas vous laisser prendre par cette idée-là. Il faut juste se dire que c'est une sorte d'ombre qui vous suit et qui vous dit mais non, il faut 30 ans. Vous dites oui, je sais qu'il faut 30 ans, mais je fais à mesure. Voilà. Ça veut dire que ça vous renvoie en permanence au présent. Bien faire et laisser dire. Voyez? Ne pas se juger en train de faire. Alors là, parce que sinon, il y a le juge qui est là avec Saturne qui peut dire « Ah là, mais tu vas pas assez vite ou tu vas trop vite. » Donc vous êtes pris entre aller trop vite ou pas assez vite. C'est très douloureux. C'est pénible. Mais ça fait partie de la vie. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans l'être collectif qui est Auroville. Cette opposition, il y a une opposition à Chiron, et Chiron est dans le Poisson, et j'ai l'impression que là, il y a une grande fonction de guérison et de pardon et d'acceptation de, comment dirais-je, de l'humanité. Je veux dire, il y a un côté... il y a un côté guérison qui se fait de toute façon et qui aide l'humanité à se guérir, qui accepte l'humanité en chacun et qui accepte les problèmes et l'ombre de l'humanité d'une certaine manière. Mais il y a une grande fonction de guérison. Cette ville bouscule beaucoup les gens de passage, bouscule beaucoup ceux qui sont là parce qu'elle a une fonction de guérison. D'une certaine manière. Elle nous fait devenir plus humains, profondément humains, et non pas, voilà, et peut-être nous oblige à encore plus d'écoute intérieure, mais à savoir pardonner. Ce qui peut être très difficile ici, c'est le jugement. Parce que si on ne pardonne pas, ça doit être soi-même de ne pas être assez rapide, pas assez efficace, pas assez ceci, pas assez cela. Ça doit être très difficile de vivre là. Donc il faut être assez cool et rester dans le présent. Je crois que c'est vraiment typiquement un thème qui demande d'être dans le présent, d'agir selon la guidance qu'on a, parce que la guidance d'amour, suivre Vénus et rien d'autre. Je dirais que c'est vraiment ça. Écoutez votre cœur, écoutez le cœur universel et l'amour universel et la guidance est là. Parce que ce Neptune... Alors, dernière chose, l'éducation est un projet important. L'éducation tout au long de la vie, l'éducation des enfants. Mais là, il y a un rôle dans l'axe, parce que toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planètes sur 10 sont dans l'axe 5, 11. Donc vraiment, ce qui est le plus important, c'est la création de soi-même, l'éducation de soi-même.
et l'éducation et transmettre cela au monde comme valeur. Donc éduquer d'autres nations peut-être bien aussi pour est-ce que c'est mettre en place un modèle, mais il y a une fonction d'éducation, je dirais, et d'éduquer les autres nations. Parce que dans les thèmes collectifs, les relations avec l'étranger, c'est la maison 7, et là c'est dans le Scorpion, et apprendre aux autres nations à savoir se transformer. Ah, vous allez me dire, c'est tout un programme, hein. Mais Neptune dans le Scorpion, savoir se transformer, et là en ce moment, c'est assez rude. Alors, peut-être pour parler des transits, là je vous ai parlé du thème d'Euroville. Au niveau actuel, il y a de formidables transits et progressions pour Euroville. En ce moment, il y a la lune progressée d'Euroville, ça arrive tous les 30 ans. C'est une phase absolument importante et majeure pour Euroville. La lune progressée arrive au niveau de Neptune et au mois de mars. Donc vous êtes dans une étape extrêmement importante d'évolution déterminante et de relation avec d'autres nations et sans doute avec la nation indienne qui accueille et là vraiment très très déterminant. Donc la lune progressée qui arrive là et surtout, n'est-ce pas Tot, Neptune qui arrive sur la lune d'Euroville. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons une conjonction pour en parler, Soleil-Neptune, qui est là justement peut-être pour qu'on médite là-dessus. Parce qu'il y a tout ce côté poisson qui représente très bien la mer. Le poisson, c'est le signe qui inclut tous les autres, hein. C'est aussi le signe de l'amour universel d'une certaine manière. Donc voilà, je dirais que vous arrivez dans des moments assez importants, assez déterminants. Et surtout aussi, vous avez eu le passage d'Uranus sur Saturne. Je ne sais pas, toi, est-ce que ça revient, l'Uranus sur Saturne? Encore en ce moment-là, mais c'est quasiment passé. Donc il faut passer à un autre niveau Il faut passer de 30 ans à 84 ans, ce qui n'est pas facile, d'une certaine manière. Ouais. C'est-à-dire à un autre niveau de générationnel, voir les choses, oser avoir un peu plus d'audace et ouvrir des nouvelles voies, quoi, je dirais. Mais tout est là, hein, de toute façon, vous avez le temps. Je voulais vous dire que le degré de la nouvelle lune avant la naissance d'Euroville est extraordinaire, parce que c'est un drapeau se change en aigle. Or vous êtes dans une lune balsamique, donc enfin, un drapeau qui se change en aigle, c'est pas beau ça, c'est vraiment l'esprit. Hein. C'est les symboles sabiens qui ont été donnés par Rudyard. Donc c'est l'idée d'incarnation dynamique de valeurs nouvelles. Donc c'est un passage à l'acte de la vision spirituelle, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Hein. Et la nouvelle lune après naissance, elle est un peu différente et c'est là-dedans que vous êtes actuellement, c'est l'idée qu'il fallait cravacher sa monture et qu'il fallait non pas rentrer dans la compétition pour distancer ses rivaux, mais qu'il fallait agir et qu'il fallait s'auto-stimuler. Mais j'espère que vous allez sortir de ça parce que c'est assez pénible, quoi, l'idée qu'il faut se cravacher. Voilà. Et donc vous en êtes là, et je reviens sur la carte du ciel, je voulais parler des transits à ce moment-là. N'oubliez pas que la pleine lune de ce cycle-là ne sera qu'en 2046-48. Et en 2046-48, là, ça sera la pleine lune d'Euroville. Ça sera une fête sans doute magnifique à faire et à vivre. Peut-être on ne sera pas tous là, mais bon, ceux qui devront y être, ils seront, hein, il n'y a pas de problème, il y a toujours les êtres qui doivent être là, et ça sera un moment, la pleine lune, c'est le moment où Euroville donnera ce qu'il est et ce qu'il doit être. Et il n'aura accompli un premier tour qu'en 2104. Donc j'ai mis ça en avant pour que vous ayez une perspective historique à votre propre vie, et c'est ça où l'astrologie peut servir, parce que quand on a une perspective historique à sa propre vie, on sait qu'il y a deux choses, c'est-à-dire que d'abord l'histoire nous guide et nous guide chacun individuellement et collectivement, et que donc les choses se feront de toute façon et s'accompliront. Et donc on ne peut faire que le mieux que l'on peut soi-même et qu'il ne faut pas être trop pressé.
Et je trouve que c'est, je ne sais pas si vous mesurez comme c'est déjà incroyablement extraordinaire que le matrimondir soit fait. Parce que là, avec le symbole posé, ben, ça ne peut pas ne pas se réaliser. Parce que le symbole pose quelque chose. Et par conséquent, c'était sans doute, c'est effectivement ce qu'il fallait sans doute commencer par faire. En tout cas, ce n'est pas par hasard que ça a été fait. Donc il y a le temps, voilà. Cette opposition, la pleine lune d'Auroville, Pluton sera sur exactement au degré de Soleil et Lune, de la nouvelle lune d'Auroville. Alors ça sera assez énorme, c'est-à-dire que Pluton sera arrivé là et dira, bon, eh bien, écoute, tu as bien travaillé, je te prends dans mes bras, je te félicite, on continue. Parce que si vous voulez, chaque génération, les générations qui sont nées entre 39 et 58, qui ont le Pluton Lion, sont très différentes des générations qui sont nées à partir de 56-58, qui ont le Pluton dans la Vierge, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la Balance en 71-72. Suivant vos années de naissance. Et donc là, on voit comment les générations se superposent, chacune faisant son œuvre. Une première génération très masculine, très offensive, celle qu'on appelait de 68, et une deuxième génération qui était là beaucoup plus dans l'inertie, dans le féminin, avec Pluton dans la Vierge, qui était là pour nettoyer les choses, purifier la matière, purifier les intentions, etc., se mettre à niveau intérieurement, donc ramener à l'intérieur. La première génération était offensive vers l'extérieur, la deuxième génération ramenée à un travail intérieur. Ensuite, Pluton dans la Balance continue le travail. Mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails, hein, mais suivant vos âges, vous voyez, chacun a une place différente et une fonction différente suivant les... Et ça, c'est une astrologie magnifique, l'astrologie des générations, parce que suivant la génération à laquelle on fait partie, on a, sans savoir même notre propre thème, notre jour de naissance, on sait à peu près quelle fonction collective nous avons. Et donc, les générations qui seront déterminantes à futur pour Auroville, c'est ces générations-là nées entre 95 et 2008, et surtout à partir de 98, parce qu'il y a Pluton Sagittaire, Neptune Verseau, Uranus Verseau. Les êtres qui sont nés entre 95 et 98, alors sont là vraiment, ils ont en eux les valeurs du Verseau, ils les ont grâce aux parents, à ceux qui sont arrivés avant, grâce aux générations d'avant, ils les portent en eux. C'est peut-être des enfants qui ont été éduqués ici, en tout cas, vous voyez, qui sont nés dans ces années-là. Je pense que vous pensez à certains. Voilà. Et là, on est arrivé en 2008, Pluton est rentré dans le Capricorne, c'est autre chose. Mais là, c'est une génération assez déterminante qui commence à avoir 20 ans maintenant, en 2015, hein. Donc la jeunesse actuelle est extrêmement dynamique. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 mai 2014 ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Parce qu'il y avait dans le ciel, c'était l'anniversaire de l'Europe, et il y avait dans le ciel cette étoile à 6 branches, et puis avec le rectangle pythagoricien, là, en fait ça ressemble au dessin de Sri Aurobindo, n'est-ce pas ? Et donc il s'est passé quelque chose en mai 2014, certainement dans les consciences, et depuis, qui est assez fondamental et qui nous amène à cela. Bon voilà, écoutez, je vous remercie.